Moi, sur Inch'Allah, je voulais vous proposer un sujet. Alors, c'est un sujet qui a déjà été abordé en partie, mais j'aimerais peut-être qu'on l'aborde d'un autre angle. C'est le sujet notamment dans les sociétés occidentales, de l'hypersexualisation des femmes de manière générale, et particulièrement l'hypersexualisation qu'il peut y avoir vis-à-vis des femmes d'origine africaine, maghrébine, ou plus généralement issues des ex-pays colonisés par l'Empire occidental. Car je trouve qu'il y a de plus en plus une fétichisation, une hypersexualisation que je trouve des femmes, que je trouve vraiment malsaine, à l'heure où on parle de féminisme, où on parle de dignité, etc., etc., etc. Notamment envers, comme je l'ai dit, les femmes d'origine africaine ou maghrébine, que l'on réduit, je trouve, très très souvent à un état de femmes exotiques, avec tout un vocabulaire très dégradant qui est autour. Ouais, c'est un super sujet, ça, Yezid. L'hypersexualisation des femmes maghrébines africaines. J'aime bien le citer parce que il a balancé des punchlines historiques qui sont géniales. C'est Adolf Hitler. Adolf Hitler, il a dit la pire chose que les colons ont apporté aux colonisés, et il parlait de l'Empire britannique et de l'Empire français surtout, même si l'Allemagne a été un empire colonial très peu de temps dans sa vie, mais en a été un. Il a dit la pire chose que le colon a apporté aux colonisés, c'est les plaies du monde qui est le nôtre, donc le monde occidental. Et il va dire que la pire chose que le monde occidental a apporté à ces peuples colonisés, c'est le fanatisme, l'alcoolisme, la syphilis et l'alcoolisme. Ouais, l'alcoolisme, je l'ai cité. Le fanatisme, alcoolisme, syphilis. Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Et je trouve que c'était très juste, en fait. C'était très juste. Quand il parlait de la syphilis, il parlait pas juste de la maladie, il parlait vraiment aussi de cet esprit aussi pervers, sexuellement parlant. Pourquoi les maghrébines et les femmes africaines, c'est un truc qui attire et excite un peu l'homme blanc occidental. C'est un super sujet, en fait, parce que ça décrit plein de choses de ce que pense l'Occident aujourd'hui. Quand on parle de l'utilisation du terme beurette, il y a plein de gens aujourd'hui, surtout des jeunes filles, qui n'aiment pas ce terme beurette. C'est vrai, c'est un terme qui est déplaisant, beurette. Beurette, c'est pas un terme très, très, très appréciable. On sait d'où il vient, ce terme-là. On sait que c'est un terme qui était plutôt employé par des blancs pour qualifier des jeunes filles d'origine maghrébine ou des jeunes hommes d'origine maghrébine. À l'époque, quand c'était utilisé, c'était pas spécialement péjoratif. Ça l'est devenu par la suite. À l'époque, voilà, tout le monde se donnait des noms par rapport à sa culture, etc. Et la maghrébine, à une époque, généralement à l'époque, les gens issus de l'immigration nord-africaine et de beaucoup de pays africains aussi, étaient musulmans et étaient plutôt attachés à la tradition, et donc forcément étaient aussi attachés à la pudeur, à un système patriarcal, donc géré par le père, du moins dont le père était la figure d'autorité, et c'était aussi une tradition qui était aussi liée à la protection des femmes. Parce que oui, on le dit, dans la communauté maghrébine, fut un temps, c'est peut-être plus le cas aujourd'hui malheureusement, mais l'homme, le père maghrébin, les frères maghrébins, ils avaient une véritable volonté de protéger leurs mères, leurs épouses, leurs sœurs, leurs filles. Et pas par machisme débile, comme on peut l'entendre sur certains forums ou sur certains réseaux sociaux, etc. Ils le faisaient réellement par amour. On défendait les nôtres, nos femmes, parce que ça nous tenait à cœur, on voulait les protéger. La femme musulmane, elle portait le voile. D'ailleurs, il y a encore des affiches coloniales, de l'époque coloniale en Algérie, « Femmes, dévoilez-vous ». Vous l'avez sans doute vu, cette affiche, « Femmes, dévoilez-vous ». Parce qu'à l'époque, en Occident, le summum de l'émancipation de la femme, et c'était un peu l'idée d'ailleurs qui commençait à se créer à l'époque, c'était le fait de dévoiler les femmes. La pudeur, ça devenait quelque chose de moins en moins obligatoire, c'était de moins en moins la norme. Faut bien rappeler, hein, la France et l'Occident d'ailleurs,
c'était au 18e, 19e siècle qu'il y a eu une vraie chute du christianisme, un effondrement total du christianisme, qui avait commencé déjà à l'époque de la Renaissance, mais qui s'est bien fait sentir à la fin du 18e et surtout du 19e siècle, pardon. Et la femme musulmane et les musulmans, c'est encore le dernier peuple qui était en train de venir en Europe, dans les années 60-70 en masse, qui avait encore ces valeurs un peu chrétiennes, un peu de pudeur, de voile, vous savez. À l'époque, la France, elle se disait non, ça là, c'est le truc en trop. On aime bien les Maghrébins, venez. En revanche, votre islam là, il va poser problème. Pourquoi ? Parce que l'idéologie qu'on a choisie en Occident, c'est dévoiler les femmes. Parce qu'une vraie femme, c'est une femme belle. Vous savez, l'icône des années 50-60, c'était Marilyn Monroe. Il faut bien le comprendre. D'ailleurs, l'une des images, l'une des photos les plus célèbres de Marilyn Monroe, c'est quand sa jupe se lève parce qu'il y a une sortie d'air, là, je sais pas comment ça s'appelle, c'est pas les égouts, mais le système d'aération new-yorkais là, qui fait s'envoler sa jupe. Tout le monde la connaît, cette photo. Et ces images qu'on a vues et revues. C'était ça l'icône des femmes des années 50-60. En France, c'était Brigitte Bardot. Faut voir les films de Brigitte Bardot, comment elle était maquillée, comment la seule chose qu'on montrait d'elle, c'était sa beauté, le fait qu'elle soit belle. C'est une femme dans les années 50-60, c'était la beauté qui comptait. Le reste, tout le monde s'en foutait. Qu'elle bosse, tout le monde s'en foutait. Qu'elle réfléchisse, tout le monde s'en foutait. C'était sa beauté. Et la femme musulmane, elle arrive, et on nous dit Rachida, t'es bien gentille, mais tu vois, ton voile ici, c'est pas trop le délire. C'est pas trop ce qui nous plaît le plus. Et donc, ça a suscité, en fait, idéologiquement, ça a suscité des petites querelles. Il fallait combattre ce voile. Et au départ, c'était, vous savez, la politique, justement, la marche des beurs, ça passait par l'antiracisme, ça passait par le paternalisme de la communauté musulmane et l'antiracisme, en leur disant, écoutez, intégrez-vous, vous êtes des Français comme les autres, mais soyez pas quand même trop musulmans. Hein. L'islam, laissez-le de côté, laissez-le dans vos pays d'origine, venez comme vous êtes, soyez de bons Français et, en réalité, dévoilez-vous. Et ça crée, en fait, un espèce de trouble chez beaucoup de Français à l'époque. Parce que c'est le fantasme. Vous savez, il y a beaucoup de fantasmes qui naissent de l'interdit, du tabou. Et le voile d'une femme, ça représente la pudeur. Ça représente la chasteté. Ça représente le fait de... Voilà, comme Allah le dit dans le Coran, Allah, il dit aux femmes, aux messagers d'Allah, dis à tes épouses, aux femmes des croyants, de rabattre sur elles leur grand voile. Elles en seront ainsi plus vite reconnues et éviteront d'être offensées. Pour nous, le voile, c'est une question aussi de pudeur. Donc, dans la pensée occidentale, la maghrébine voilée, ou la maghrébine qui a vécu dans une famille musulmane, où le papa fait très attention à elle, où les frères la surveillent un peu, etc., c'est un peu, vous savez, chasse gardée, c'est un peu le truc intouchable, faut pas le toucher. Faut surtout pas le toucher. Sinon, je vais avoir des problèmes. Le summum du fantasme chez un blanc comme ça, c'est le fait de dévoiler une femme maghrébine et profiter sexuellement d'elle, d'en faire un objet sexuel. Donc à l'époque, c'est bizarre comme fantasme, j'ai envie de dire. Mais c'est un des restes de leur culture un peu chrétienne qu'ils ont perdu, avec un peu de nostalgie, qu'ils ont retrouvé avec les femmes maghrébines qui venaient du bled. Et donc, il y a une espèce de délire qui est né là-dessus. Nos femmes aujourd'hui, elles sont toutes dévoilées. Aujourd'hui, c'est des Brigitte Bardot, des Marilyn Monroe, bref, des femmes qui montrent systématiquement leurs fesses, leurs poitrines, leurs cheveux, leurs machins. Là, on a encore des femmes un peu pudiques. Et comme les choses pudiques, c'est un peu des choses précieuses, eh bien, ça suscite l'engouement, ça suscite des fantasmes, etc. Le fantasme d'un blanc à l'époque, et c'est d'ailleurs un peu le cas aujourd'hui, c'est la maghrébine musulmane voilée. Pour lui, en plus, vous savez qu'il y a un conflit qui dit pas trop... Il y a une espèce de rancune entre les pays du Maghreb anciennement colonisés et la France. Il y a cette espèce de revanche comme ça des Maghrébins avec la colonisation, etc. Dans les années 70-80, nos anciens à l'époque, lorsqu'ils pouvaient séduire des femmes blanches, pour eux c'était une victoire. Pourquoi ? Parce que dans leur tête c'était une espèce de revanche historique. Vous nous avez colonisés, eh bien aujourd'hui on va coloniser vos femmes. Vous voyez ? Eh bien en fait pour le français de souche lambda qui fantasme un peu sur les maghrébines, eh bien lui c'est un peu le même délire. Vous les racailles qui êtes venus en nombre chez nous pour nous pourrir la vie, eh ben nous on va dévoiler vos sœurs et avoir des rapports sexuels avec elles, parce qu'en fait c'est une espèce de revanche sur vous.
voyez un peu le... Et ça suscite des fantasmes trop chelous comme ça. En fait, ce fantasme-là de dévoiler les femmes et de transformer la femme maghrébine ou africaine en objet sexuel, c'est lié à l'histoire, c'est lié à la colonisation, à des invasions, à une rancune, à l'immigration, au tabou de la religion, au voile, la pudeur, etc. C'est un truc c'est plein de choses imbriquées qui ont créé ce genre de fantasme un peu chelou. Je sais pas s'il y a des gens qui vont être d'accord avec moi, ou pas du tout. Mais voilà, je pense que c'est dû à toutes ces choses. Colonisation, islam, pudeur, voile, exotisme, comme tu l'as dit, Yezid. Et aussi une rancune aussi politique, tu vois. Un truc beaucoup plus profond historiquement. Peut-être même un truc limite ethnique, tu vois. Je sais pas, c'est bizarre à expliquer. Mais par exemple, tu peux trouver des nationalistes blancs, ultra racistes envers les Arabes, les Maghrébins, etc. Mais se dire que leur fantasme, c'est les beurettes ou les blaquettes, tu vois. Et pareil, c'est aussi paradoxal, mais tu peux avoir des Maghrébins ultra racistes envers des Blancs, des gens qui ont un peu une rancune, etc. Mais leur fantasme, c'est d'être avec une blanche. Et ce truc-là, d'ailleurs, il se retrouve même dans l'histoire des Afro-Américains. Parce que, vous savez que la ségrégation aux États-Unis, il y a quelques dizaines d'années, une femme blanche ne peut pas se marier avec un homme noir. En gros, c'était le déshonneur total. Même de voir une femme blanche être avec un homme noir dans la rue, c'était un scandale. Il y a des noirs qui se faisaient lyncher dans les rues aux États-Unis juste parce que l'homme était avec une femme blanche et la femme blanche aussi se faisait maraver. Mais à l'époque, pour un noir, qui était considéré comme un sous-homme dans la tête des gens de l'époque, hein, le noir c'était un sous-homme dans la société américaine, ben le fait qu'un noir puisse être avec une blanche, pour lui, ça rimait presque avec une réussite sociale. Pour lui, c'était... vous voyez ce que je veux dire ? Être avec une noire, c'était banal. Être avec une blanche, le truc tabou, le truc interdit, c'était un peu la mode. Genre, t'avais réussi ta vie si t'étais avec une blanche. Bah, ce délire-là, en fait, il a aussi existé aux États-Unis. On peut le retrouver d'ailleurs un peu partout. Donc voilà, pour moi, je sais pas si j'ai été clair en tout cas, mais je pense que c'est lié à ça. La volonté de vouloir sexualiser et transformer comme objet sexuel les femmes maghrébines, c'est lié à ça. Et puis d'ailleurs, il y a des gens aussi qui n'aiment pas le terme beurette. Même si on peut ne pas aimer le terme beurette, le terme beurette, il a un sens. Il a un sens. Je parle pas du sens racaille que les débiles d'internet vont lui donner, genre les Bassem Braiki, qui, soit dit en passant, le rappel, est aussi une beurette. Hein. Bassem Braiki est une beurette, même s'il s'en rend pas compte, le pauvre. Mais la beurette, c'est quoi ? Si je pouvais donner une définition de ce que voulait dire le terme beurette. Une beurette, selon moi, c'est une femme d'origine maghrébine ayant accepté toutes les tares idéologiques du monde occidental. C'est-à-dire la vulgarité, le matérialisme, la superficialité, et qui en même temps a abandonné tout ce qui est un peu traditionnel chez elle. Déjà l'islam, la pudeur liée à l'islam, le patriarcat, l'autorité de l'homme, reconnaître l'autorité d'un homme, etc. La beurette, en fait, c'est le parfait exemple de la réussite du modèle libéral pour les femmes maghrébines. Une fois que le monde occidental a distillé l'idéologie ultralibérale dans la tête des femmes blanches, il fallait transformer toutes les maghrébines qui venaient de familles musulmanes en Marilyn Monroe, en Brigitte Bardot, en Nabila aujourd'hui, en ce que vous voulez. C'est ça. Pour moi, il y a une vraie définition sociologique de la beurette. Même si ça ne plaît pas à certaines féministes, même si le terme y déplaît, il n'est pas agréable, c'est vrai, mais ça existe en fait. Nabila, on ne peut pas nier que c'est un genre de femme qui n'existait pas il y a 40 ans dans nos communautés. On ne peut pas le nier, c'est évident. Sociologiquement, ça s'explique ce comportement-là. Donc moi, que les gens appellent ça beurette, ça ne me dérange pas du tout. Par contre, que des femmes maghrébines puissent se sentir insultées qu'on utilise ce terme-là, je peux le comprendre. Mais une femme maghrébine qui est musulmane, qui sait qui elle est, qui a une identité qui est pudique, etc., je vois pas en quoi ça la dérangerait que quelqu'un utilise ce terme-là. Ça la concerne pas, en fait. Elle n'a pas à se sentir visée par ce terme-là. Beurette, c'est vraiment un terme qui est employé pour parler d'une catégorie de maghrébines qui s'est totalement occidentalisée en réalité. L'immense majorité des maghrébines n'ont pas à être appelées beurettes et n'ont pas à se sentir visées lorsque quelqu'un emploie le terme beurette. Normalement, ça doit leur passer au-dessus de la tête, en principe. Mais c'est mon avis encore une fois. Je vous dis pas que c'est une vérité absolue. Est-ce que tu veux ajouter un truc, Yazid, là-dessus ?
Oui, bon, Rafik, toutes tes explications, et je partage ton avis. Effectivement, je pense que cette hypersexualisation de la femme, on va dire africaine de manière générale, quand je parle Afrique, je parle Maghreb et Afrique subsaharienne. Mhm. Effectivement, c'est polyfactoriel. Je pense effectivement que la Et excuse-moi colonisation, Yazid, euh, excuse-moi Yazid. Il y a Bar Omar, salam alaikum à Bar Omar. Il y a Bar Omar qui me dit beurre aussi, Mahdi. Mais c'est ce que j'ai dit en fait dès le départ. Le terme beurre, l'équivalent de la beurette, c'est le beurre, hein. C'est pareil. C'est juste son pendant masculin. Mais bien sûr, c'est exactement la même chose. C'est, ne balancez pas des évidences comme ça parce que c'est évident. Moi, je parle des. Là, on parlait le sujet de Yazid, c'était l'hypersexualisation des femmes d'origine maghrébine. C'était plutôt axé sur les femmes. Et il ne faut pas le nier, c'est quand même les femmes qui sont beaucoup plus visées par l'hypersexualisation aujourd'hui, parce que c'est plus vendeur, c'est plus ce que vous voulez, que les hommes. Mais effectivement, le pendant masculin de la beurette, c'est le beurre, c'est évident. Mais ça, c'est la palissade, bien sûr. Ça, tout le monde le sait. Excuse-moi, Yazid, je t'ai coupé. il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Ouais, je disais, je pense qu'il y a des violents de colonisation, où je pense que dans la colonisation, on a, en tout cas, côté Occident, on a tellement voulu quelque part aussi déshumaniser les peuples que l'Occident a colonisé, qu'il y avait cette espèce de vision un petit peu de sous-homme animal qu'on pouvait donner des peuples colonisés. Et c'est pour ça, souvent, quand on parle des femmes maghrébines et surtout africaines, il y a toujours ces adjectifs animaliers où on dit une gazelle, crinière de lion, etc., 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 et qui, quelque part, je pense, ne sont pas anodins. Ça renvoie à un vocabulaire animalier qui, je pense, fait écho à la colonisation. Et juste pour terminer, mais tu avais fait un live entier par rapport à ça, mais je pense qu'il y a aussi le rôle qu'a eu le cinéma, notamment le cinéma français, dans, on va dire, cette perte de pudeur des femmes d'origine africaine ou maghrébine, musulmane plus généralement, où à chaque fois, on a eu plein de films où on montrait la pauvre petite fille de banlieue maghrébine, africaine, etc., qui était dominée par le patriarcat du papa, du grand frère, etc., et que le but du film, c'est qu'elle s'émancipe, qu'elle mette des jupes, qu'elle se maquille, et qu'elle fasse un petit peu ce qu'elle veut. Et je pense aussi que c'est un cinéma qui a énormément influencé. Je suis d'accord avec toi. Ouais, ouais. Je suis d'accord avec toi. Et d'ailleurs, j'ai oublié de préciser une chose, parce que ça, c'est un truc que j'avais précisé lors d'un précédent live. C'est qu'il y avait quelqu'un qui commençait à dire ouais, les femmes maghrébines, elles sont de moins en moins pudiques, etc. Puis ça m'avait un peu gonflé, parce que j'avais répondu à ce frère qui avait dit ça, qu'en réalité, si nos femmes sont devenues de moins en moins pudiques, mais c'est parce qu'en fait, il n'y avait pas assez Enfin, c'est que les pères de famille et les frères n'ont pas aussi fait leur boulot. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait aussi notre boulot, comment dire, de protection, pas de paternalisation, d'infantilisation de nos sœurs ou de nos épouses, ou pas du tout. Mais on n'a pas, les hommes de notre communauté, ils n'ont pas été aussi à la hauteur, mais pour déjà faire darwa, rappeler ce que c'était que l'islam, ce que c'était que le rôle de la femme, la dignité qu'avait la femme en islam, qui lui est retirée avec l'idéologie occidentale, il faut le rappeler, hein. Aujourd'hui, il n'y a pas plus méprisable d'un point de vue de la dignité qu'une femme occidentale. Je veux dire, aujourd'hui, la femme occidentale, c'est... J'ai pas envie d'être vulgaire, parce que tout à l'heure, il y a une mère de famille sur le chat qui m'a dit « Fais attention à ce que tu dis, on te regarde, il y a des enfants. » Je vais essayer de faire attention, mais c'est des sujets, malheureusement, il faut mettre des mots là-dessus. Mais la femme occidentale, aujourd'hui, c'est... Voilà. C'est un objet sexuel, quoi. C'est rentré dans les mœurs, c'est fini. C'est un objet. C'est une chose. Voilà. Quand bien même il y aurait des féministes à deux balles qui prétendraient l'inverse, quand bien même il y aurait des gens dans le domaine de la pornographie hein, qui montreraient la femme comme étant voilà, une femme forte et émancipée, qui fait ce qu'elle veut, son corps lui appartient, si elle a envie de se prostituer, puisque la pornographie c'est de la prostitution. Faut rappeler d'où ça vient le terme pornographie, on ne le rappelle pas assez. Hein. Pornographie, pornographos, porni en grec c'est une prostituée littéralement, porni, et grapho c'est le fait de décrire ou écrire quelque chose. Donc la pornographie, c'est la description d'actes de prostitution. Donc la pornographie, ça dit ce que c'est, quoi. C'est de la prostitution. Tu utilises ton corps sexuellement pour gagner de l'argent. C'est de la prostitution. Donc on a même réussi à faire croire à des femmes aujourd'hui en Occident que se prostituer, c'était digne, c'était stylé,
Et c'était émancipateur. On arrivait à ce stade de dingue dans cette région du monde. Donc, la raison pour laquelle chez nous, il y a eu des beurettes, malheureusement, c'est parce qu'il y a eu des pères de famille qui ont fait rentrer des télévisions. Enfin, c'est pas le fait de faire rentrer la télévision qui est un problème. C'est le fait de ne pas avoir été vigilant sur la culture, le côté nocif de la culture occidentale, sa vulgarité et sa propagande, en fait, qui s'est distillée dans les foyers des musulmans. Ça a été un vrai problème. Il y a des communautés où la pudeur, c'est quelque chose qui est resté quand même très ancré. Moi, je pense parfois à la communauté... bon, je dis pas que ces communautés sont parfaites. Vous me trouverez toujours des cas particuliers, etc. Mais je trouve que la communauté turque, par exemple, et la communauté Rifen... Après, c'est mon expérience. Hein. Peut-être que je peux me tromper. Peut-être que vous n'avez pas du tout la même expérience que moi. Mais la communauté turque, moi, je la trouve beaucoup plus pudique. Et les hommes et les frères de leur communauté ont réussi à avoir un espèce de dialogue, une autorité dans leur foyer qui font voilà, ils savent gérer leurs épouses, leurs femmes, leurs sœurs, leurs cousines, leurs nièces, etc. Il y a cet esprit-là de la famille qui fait que les femmes de leur famille se disent « je ne veux pas faire n'importe quoi parce que j'ai pas envie de foutre la honte à ma famille ». Ça, c'est un truc dans la communauté maghrébine qui s'est un peu barré en cacahuète. Faut dire la vérité. Donc, moi, j'accable pas les beurettes en question. C'est un fait, il faut le décrire ce qu'elles font. Il faut surtout décrire comment une femme d'origine maghrébine qui vit dans un foyer musulman a pu devenir une bimbo de télé-réalité. Moi, c'est ça qui m'intéresse le plus, c'est le processus. C'est pas le fait de la condamner, parce que ça, c'est le truc le plus simple. Moi, quand je vois des mecs sur Internet diffuser des vidéos et dire « Ah, elle, c'est une grosse... » Bon, l'insulter, ça va pas ni faire comprendre comment elle a pu en arriver là. Ça apporte pas de solution, ça apporte rien, en fait. C'est juste se venger, l'insulter parce qu'on trouve ça grave. Mais moi, j'accable pas les beurettes, j'accable plutôt les hommes de notre communauté, parce que c'est eux qui étaient les responsables de la guider de nos mères, de nos sœurs, de nos filles, de nos épouses, etc. Là où la femme, elle a failli chez nous, maghrébins, en grande partie, c'est parce que l'homme, il n'a pas fait le job. Je le pense sincèrement. Donc moi, j'accable pas les femmes maghrébines qui se barrent en cacahuète. Faut évidemment être navré de ça, mais je les accable pas. Il faut pas les accabler. Il faut essayer d'expliquer la chose, essayer de l'éviter, de comprendre comment on a fait pour en arriver là, et une fois qu'on a compris ça, comment en sortir. Et alhamdoulilah, moi je désespère pas. Il y a des femmes maghrébines qui sortent de ça. D'ailleurs, il y a pas très longtemps, je me suis abonné à un compte Twitter. Je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs, mais c'est un compte Twitter qui est géré par des femmes d'origine maghrébine et qui, elles, se revendiquent plutôt de la tradition, de l'islam, de la pudeur, plutôt que de ce phénomène de beurrétisation. Au contraire, elles ont même créé un site internet, il faudrait que je vous le donne d'ailleurs, où elles publient régulièrement des articles pour expliquer en fait comment, voilà ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, comment une femme maghrébine a perdu ses traditions, sa valeur, et comment se fait-il qu'aujourd'hui les exemples des femmes maghrébines, c'est les youtubeuses, c'est les influenceuses, c'est les meufs qui font des tutos make-up dégueulasses, qui s'habillent vulgairement, comment on est passé de l'exemple de nos mères à des exemples dégueulasses. Donc pour moi, ça c'est beaucoup plus intéressant que de tacler les beurettes ou les beurres à longueur de journée. C'est comprendre le processus. Quand on comprend le processus, on peut en sortir, on peut régler la chose.